Alors nous sommes le dimanche 21 décembre 2014, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, Félix Taillez de la plateforme d'intérêt général Océabis. Heureux de vous retrouver puisqu'on s'est déjà rencontrés, c'était durant l'été 2014, c'était au Fort Balaguier. J'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens avec une interview. Alors c'était à l'occasion des premières rencontres du patrimoine maritime et ça a permis à Océabis de se positionner par rapport à un environnement plus global qui est la valorisation du patrimoine maritime, de son actualité et de son avenir. Donc on est très satisfait de ce document que vous avez fait. Et on est là à nouveau par un temps, on doit le dire, très ensoleillé pour un mois de décembre 2014. Nous sommes donc, on va préciser l'endroit puisque on reconnaît, moi je reconnais quelque chose que je connaissais quand elle était à Toulon, mais ici nous sommes à la Seine-sur-Mer. Alors à quel endroit précis de la Seine-sur-Mer sommes-nous? Alors nous sommes à la bouée laboratoire Bora 2. Bora signifie bouée océanographique de recherche habitée et nous sommes situés au terminal croisière de la Seine-sur-Mer. C'est la corniche Philippe Giovannini. Nous sommes, on va dire, 800 mètres du port de la Seine-sur-Mer. Avec le terminal croisière et aujourd'hui un grand bateau qui est devant nous, on va même citer le nom, on a le Costa Fascinosa qui est donc devant nous, juste à côté de la bouée, puisque la bouée, donc, elle est, quand on arrive au bout du terminal, la bouée est à droite et le quai est à gauche. Absolument. Alors on a visité cette bouée puisque moi ça m'a permis de rentrer à l'intérieur. Alors quand elle était à Toulon, moi je la voyais, hein. Là on l'a vue de près, on est rentré dedans, petite visite sympathique, on sait à quoi ressemble l'intérieur. Voilà, alors c'est l'objectif de rendre cette bouée, au moins pour sa partie inférieure, visitable au public, certainement curieux de connaître cet instrument scientifique qu'il a en partie financé, puisque c'est la CNEXO, ex-Ifremer, qui a construit cette bouée en 1972. Justement, alors maintenant elle sert à quoi? Alors aujourd'hui, on souhaite la rendre visitable, comme je le disais, son étage inférieur, ainsi que son jardin, afin de proposer un espace d'exposition, de petites conférences, de projections de films, des choses de petite envergure, mais qui néanmoins participent à la valorisation de l'histoire, de l'actualité et de l'avenir de l'exploration océanique. Cet espace que j'ai visité est donc tout à fait apte, dans l'état où il est actuellement, à des visites. Oui, alors on est en train de terminer nos demandes réglementaires au niveau des visites possibles, parce que le lieu est en train de changer, il y a beaucoup de projets. On souhaite montrer qu'on est là et que si ça prend un petit peu de temps, c'est pas grave. Le principal est de planter la graine et d'attendre en stimulant la terre que ça germe, tout ça. Alors justement, en faisant la visite de l'étage inférieur, hein, puisque on l'a fait, il y a des photos au mur. Si on peut parler de mur, les photos, de quoi ça parle? Alors ces photos, en fait, elles sont au nombre de 31. Elles sont toutes légendées. Elles présentent en fait le travail de deux étudiants qui sont également des amis d'enfance, qui se sont donné une forme de défi à l'origine sportif et qu'ils ont joint à leurs préoccupations en termes d'étudiants, puisqu'ils sont étudiants en océanographie. Ils ont proposé à des professeurs d'université de joindre leur protocole scientifique à leur périple qui consiste à relier en kayak de mer double Gibraltar à Istanbul. Ah oui, ça fait une petite distance quand même. Voilà, donc c'est une distance qui au départ était évaluée à un peu moins de 10 000 km. Ils avaient prévu de faire ça en un petit peu plus de 12 mois et en fait ils sont revenus de leur périple au bout de 14 mois et un peu plus de 8 000 km de distance. Donc il s'agit de longer la côte méditerranéenne par la face nord de Gibraltar à Istanbul avec différentes étapes, notamment des prélèvements d'algues et des enregistrements sonores pour les cétacés. Alors au cours de ce périple, comment les gens étaient accueillis? D'abord, est-ce que quand ils se présentaient, les gens étaient au courant de ça, l'accueil dans les ports? Voilà, alors en fait, ils avaient, ces deux jeunes, Louis et Douglas, avaient à terre une équipe qui les ont suivis tout le long et qui ponctuellement d'ailleurs ont pu les rejoindre à certaines de leurs étapes pour faire un point avec eux et leur apporter d'éventuelles assistances. Principalement, ils ont eu un accueil extraordinaire, c'est-à-dire que partout où ils allaient, ils rencontraient parfois quelques petits problèmes et souvent ils étaient résolus grâce à l'aide des uns, des autres. Par exemple, une fois, ils ont perdu l'hydrophone qui était destiné à faire des écoutes des cétacés en Méditerranée et cet hydrophone perdu en mer a été ramassé en fait par un pêcheur, je crois que c'était en Grèce, et il leur a été restitué grâce à Internet, plein d'histoires extraordinaires. Donc cette exposition relate ça au travers de leurs photographies. Alors ce ne sont pas des photographes professionnels, mais c'est une forme de documentation de leur périple pour peut-être donner envie à des plus jeunes de se lancer eux-mêmes des défis qui nous aideront à mieux connaître cette mer Méditerranée. Alors on va parler bien sûr du bon côté de la chose, peut-être y en a-t-il un mauvais, la pollution, est-ce qu'ils l'ont vu, est-ce que ça se voit, puisqu'on était dans le cours du
du voyage. Tout à fait. Alors les deux explorateurs, Louis et Douglas, sont venus présenter sous forme de présentation au PowerPoint le 21 novembre dernier à la bouée, Bora 2, donc à la Seine-sur-Mer. Ils sont venus présenter finalement un bilan de leurs travaux. Ils nous ont clairement fait comprendre que effectivement au niveau des pollutions, ils ont constaté énormément de déchets sur les plages, etc., dans des zones inhabitées. Donc là, on ne peut pas incriminer des locaux, mais simplement les mouvements de la mer qui font que ces déchets plastiques, notamment, se retrouvent sur des zones désertiques. Par ailleurs, une autre source de pollution sonore. Elle est en train d'être étudiée, c'est quelque chose de récent et à laquelle le Mare Nostrum Project contribue à apporter des données aux scientifiques sur le fait que le monde sous-marin n'est pas le monde du silence. Quel genre de pollution sonore? En fait, ces pollutions sonores, c'est une présence continue de sons, de moteurs, principalement des embarcations de petite envergure, mais nombreuses, de tourisme, etc., et qui font qu'il y a certaines nuisances qui ont des conséquences sur le déplacement des mammifères marins notamment. Ça, c'est en cours d'étude. Leur voyage a pu contribuer à récolter ces données qu'ils ont restituées au laboratoire de Toulon notamment. Je vais faire une petite parenthèse, si on me le permet, parce qu'on a derrière nous, et alors qu'on est à la Seine-sur-Mer, à la bouée Bora 2, on a le Costa Fascinosa. Vous vous souvenez certainement de l'épisode Costa Concordia, et il faut parler donc de cette performance qu'ont fait les Italiens, de renflouer un navire et de le faire passer au large de la Corse et de l'emmener jusqu'à son terminal à Gênes. À cette occasion, puisque moi j'étais un grand fervent de cette opération que j'ai suivie et que j'ai trouvé assez extraordinaire, il m'a été donné de voir qu'il y avait un site internet qui donnait la position des navires. Et quand on regarde ce site internet qui donne la position de tous les navires qui marchent, c'est sidérant de voir le nombre de navires qui circulent simultanément. Alors même avec des couleurs, c'est-à-dire que je crois que le rouge c'était les cargos, le bleu c'était les paquebots, je crois. Enfin voilà, donc ça abonde un petit peu dans ce que vous dites. Hein. C'est tout à fait en rapport justement avec ce que vous dites. C'est délirant de voir le nombre de bateaux qui circulent. Et donc je parle des gros bateaux. Hein. Les bateaux de plaisance aussi sont répertoriés. Oui, et cette empreinte, cette prise de connaissance en fait de notre empreinte terrestre, mais également maritime, est importante. Si on veut faire passer des messages en termes de meilleure connaissance de notre environnement et notamment de sa protection, il faut qu'on ait une forme de miroir sur notre impact sur ce milieu. Ce type d'informations sont très importantes. Alors au cours de ce déplacement, il y a eu des prélèvements d'algues. Voilà, ils avaient donc une mallette dont ils étaient tenus de faire des prélèvements quotidiens. Ça a demandé un certain travail. Hein. Donc c'est là où le défi sportif est dépassé en fait. C'est que ces procédures de prélèvement d'algues ont été importantes et ont révélé leur utilité. Il s'agissait de prélever des algues et de voir si on y trouvait un phytoplancton toxique en Méditerranée. Et alors il se trouve que leur étude a porté sur l'Ostréopsis qui se développe depuis une dizaine d'années en Méditerranée et qui chaque été se transforme et rejette des toxines en fait dans le milieu qui font fuir les touristes des plages. Donc vous imaginez les conséquences importantes pour nous les hommes. Donc l'idée c'était au travers de leur périple côtier, ça offrait en fait pour le laboratoire océanologique de Villefranche-sur-Mer, avec le projet Médios, d'avoir une opportunité d'échantillonner en fait sur tout le pourtour méditerranéen nord ces échantillons. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que Douglas, qui a repris ses études après cette aventure, va travailler sur les échantillons qu'il a lui-même prélevés. Donc il va travailler à l'observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer. J'en profite pour donner des nouvelles aussi de Louis, qui continue ses études en océanographie et qui partage son temps avec le navire, le Tara. Alors cette exposition, elle est visible à partir de quand? Alors l'exposition du Mare Nostrum Project est visible donc depuis le 21 novembre 2014 et jusqu'au mi-février 2015. Donc elle est ouverte tous les après-midi, tous les jours, sur visite. Alors il faut réserver avant parce qu'on est dans un lieu qui est un petit peu excentré du centre-ville, mais la visite est tout à fait possible en petits groupes. Je précise que c'est non payant, mais que par ailleurs si les gens veulent soutenir un petit peu ce lieu associatif qui est l'étage inférieur de la bouée Bora, ils peuvent au travers de l'association ou faire des dons ou nous donner un coup de main pour le jardin ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est un nouveau lieu culturel à la Seine-sur-Mer, dans la rade varoise, qui doit permettre l'actualité et l'avenir de l'exploration océanique de trouver un lieu de médiation. Alors ce nouveau lieu de la bouée Bora 2, si on peut dire ce nouveau lieu, puisque ça date quand même d'un petit moment maintenant, comment on peut le définir?
Seine-sur-Mer. Alors c'est un lieu culturel sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de l'exploration océanique. Donc aujourd'hui on commence avec cette exposition, 31 photographies du Mare Nostrum Project avec les explorateurs Louis et Douglas. Et ensuite on souhaiterait continuer bien sûr avec d'autres expositions, d'autres histoires à raconter. Ce lieu, le terminal croisière de la Seine-sur-Mer, est un lieu effectivement particulier. Il est excentré. En même temps, il offre la possibilité de toucher en fait un public. Alors un public de croisiéristes, un public de locaux également qui viennent pêcher, qui viennent tout simplement se promener. On souhaiterait pouvoir faire vivre ce lieu en s'adressant à ces publics. Donc là, on est confronté, j'allais dire, mais on est surtout en discussion avec à la fois le propriétaire de la bouée qui nous soutient, Monsieur Karl, Toulon-Provence Méditerranée qui va bientôt faire des travaux sur place, la Chambre de commerce et d'industrie et puis bien sûr la ville de la Seine-sur-Mer. Donc nous, on est là, on souhaite simplement signifier qu'on est ici, mais on se rend bien compte que tout ça peut prendre du temps pour le rendre visitable, on va dire, de façon extrêmement normalisée. Pour l'instant, on fait des visites privées et on s'en tient là. Ce lieu au terminal croisière est un lieu magique parce qu'en fait, il y a une vue extraordinaire sur toute la rade. On n'est pas très loin du centre de la Seine-sur-Mer. Il y a tout un tas de projets qui se développent. On souhaite en faire partie et faire que l'histoire, l'actualité et l'avenir de l'exploration océanique puissent contribuer, puissent être présentes, qu'on puisse être un acteur en fait de tous les changements qui sont à venir pour cette ville de la Seine-sur-Mer et tous ces croisiéristes qui viennent nous visiter, dont on aimerait qu'ils repartent avec la conscience que la plongée sous-marine est un domaine d'excellence ici en France, dans le Var.